Bonjour, je m'appelle Claire Stride. Aujourd'hui, c'est le dimanche 22 septembre. Je suis à Montpellier et j'étais censée participer au festival de l'école de la vie. Comme vous le savez peut-être, à cause des intempéries, le festival a été annulé. J'aurais dû donner hier après-midi de 15h à 16h un atelier sur les apprentissages, la neuroscience et la neurodiversité et faire une conférence ce matin de 11h15 à 12h15, pareil sur ce thème de la neurodiversité, la neuroatypicité, l'hypersensibilité et les apprentissages. Sans mauvais jeu de mots, c'est tombé à l'eau. Alors je me suis dit, bon bah c'est dommage, il y avait plein de gens qui avaient envie de voir cette conférence. J'avais plus de 70 personnes qui étaient intéressées par l'atelier hier. Alors je vais faire un mix des deux. Alors je vous demande tout de suite votre indulgence, votre bienveillance et votre capacité de vous adapter au fait que là je suis en train de filmer comme je peux cette conférence. Il y aura peut-être des bruits parasites, il y aura peut-être des choses voilà, un petit peu bizarres. Ce qui compte, c'est que je vous transmette ce que j'avais envie de vous partager hier et aujourd'hui et sur le stand auquel j'étais. Donc je vais commencer d'abord par vous parler un petit peu de moi, ça va pas être très long, vous allez voir. Donc qui suis-je? Claire Stride, je suis consultante en intelligence relationnelle et intelligence émotionnelle, ça c'est la titulature qui fait bien dans les dîners. Mon job c'est quoi? C'est d'arriver à comprendre comment fonctionne le cerveau de l'autre, de lui expliquer pour qu'il en ait pleinement les codes et qu'il puisse comprendre comment s'épanouir et évoluer en société en étant lui-même. Je le fais avec les personnes classiques, je le fais surtout avec les personnes dites atypiques et c'est tout ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je suis également pédagogue, ça fait des années que j'accompagne les gens pour apprendre à apprendre, savoir comment mon cerveau peut apprendre des choses, c'est vital. Donc voilà, et puis je suis aussi, je fais partie de cette tribu un petit peu atypique, je suis dyslexique, dyscalculique et avec un haut potentiel. Et en fait, depuis toujours, j'accompagne les gens à comprendre les choses difficiles. J'ai cette faculté de vulgariser, synthétiser, simplifier l'accès à la connaissance et de l'adapter à celui qui en a besoin. Et je fais ça grosso modo depuis que je suis au collège. Commencez pas à compter les années, ça risquerait de me vexer, mais ça fait extrêmement longtemps que j'arrive à faire ça. Et comme c'était tout simple et naturel, j'y ai pas forcément prêté attention et ce n'est que des années plus tard que je me suis rendu compte que j'avais ce talent-là de pouvoir permettre à n'importe qui d'apprendre ce qu'il voulait apprendre, que ce soit les langues étrangères, que ce soit de l'histoire, que ce soit l'astronomie, peu importe, je sais faire en sorte que chacun réussisse à apprendre en fonction de son propre fonctionnement. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous partager sur le festival de l'école de la vie, voir d'abord de quoi nous allons parler. Le titre c'était neurodiversité, neuroatypicité et hypersensibilité par rapport aux apprentissages. De quoi parle-t-on? La neurodiversité, c'est véritablement ce qu'on appelle l'ensemble des diversités cognitives, c'est-à-dire toutes les façons neurologiques dont un cerveau peut apprendre. Je vous invite à ce sujet à lire un ouvrage très intéressant qui s'appelle Les intelligences atypiques de David Gouron et Séverine Leduc. Vous apprendrez en fait que tous les cerveaux ne fonctionnent pas de la même façon et qu'on a des comportements, des façons d'apprendre qui sont propres à chacun. C'est cela qu'on appelle la neurodiversité. Dans la neurodiversité, nous avons la neuroatypicité, c'est-à-dire qu'on va dire que d'un côté, il y a une grande partie de la population, à peu près 75% de la population qui a le cerveau câblé pareil, et 25 autres % de la population qui a le cerveau câblé différemment. Je parle de câblage neuronal parce que c'est vraiment ça qui se passe en fait. Quand on regarde les IRM, quand on regarde toutes les analyses qui ont pu être faites, on se rend compte que les neuroatypiques, c'est-à-dire ceux qui ont des troubles 10, ceux qui ont un haut potentiel, ceux qui sont avec des troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité, et tous ceux qui relèvent du spectre de l'autisme, ont un cerveau avec des liaisons neuronales qui ne sont pas les mêmes que celles sur les personnes neurotypiques. Ce câblage est très intéressant parce que vous comprenez de suite que ça va être héréditaire et ça va prédéterminer en fait notre façon de réfléchir et notre façon d'apprendre. Donc, dans le câblage neuronal des personnes atypiques, on voit qu'il y a plus de connexions sur des petites distances. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est-à-dire que vous savez, voilà, on a des neurones qui sont reliés les uns aux autres et on a des grands câblages qui font tout le cerveau. Et on se rend compte que chez les personnes neuroatypiques notamment, on a énormément de ramifications au niveau des neurones. Un neurone, une synapse peut être connectée entre 1000 et 10 000 connexions, c'est beaucoup plus dense chez les personnes neuroatypiques. On a également aussi beaucoup plus de liens vers une glande qui s'appelle l'amygdale et qui est le centre de gestion des émotions, ce qui vous explique ce qui va suivre.
Donc voilà où on en est. On a des cerveaux classiques, on va dire, et des cerveaux atypiques. Moi, dans la neuroatypicité, je vais vous parler de toutes ces personnes-là, c'est 25% de la population qui n'ont pas le même câblage que les autres. Et qu'est-ce qui en découle en fait? On a un autre rapport aux émotions, on a une autre logique de perception, de ressenti. On a ce qu'on appelle aussi la pensée en arborescence, c'est-à-dire qu'on va... Comment expliquer ça simplement? On va penser, en fait, on va avoir une idée qui va détacher 10 idées et chaque idée va en détacher 10 et puis après on est capable d'avoir cette grande vision, ce qu'on peut appeler la big picture, en fait vraiment cette grande vision de notre idée, de notre raisonnement, voilà, comme ça, on voit tout en globalité, c'est un petit peu comme si on avait une approche holistique de tout et on est capable d'aller zoomer dans le moindre détail, c'est-à-dire que on a cette étendue des possibles devant nous, on pousse le raisonnement très loin jusqu'à trouver la limite ou la faille, parce que c'est ce qui nous motive en fait, et on est capable d'aller voir le moindre détail. Ce qui fait que nous ne voyons pas les choses de la même façon. On va rentrer dans le détail de cette neuroatypicité. Tout d'abord, nous avons les 10, ce qu'on appelle les troubles 10. 10 pour dysfonctionnement. Déjà, avec ça, on part bien, vous comprenez pourquoi nous sommes considérés handicapés. La dyslexie est un dysfonctionnement au niveau du lexique. La dyscalculie est un dysfonctionnement au niveau des chiffres. Par exemple, moi, pour ma dyslexie, bon, j'ai confondu les lettres comme tout le monde, mais je confonds les mots aussi. Il y a des mots que je ne suis pas capable de lire de la même façon que les autres. Ça me demande beaucoup d'efforts. Ça me demandait beaucoup d'efforts, notamment quand on s'est rendu compte de ça. Moi, j'ai été diagnostiquée au CP. J'ai eu la chance d'être suivie par une orthophoniste qui m'a expliqué justement la stratégie de contournement, la compensation pour arriver à comprendre. Et j'ai appris en fait à comprendre d'abord avec mon cerveau, à comprendre ce que l'instit attendait et à traduire. Je ne fais que ça depuis des années, depuis plus de 35 ans. Je traduis ce que je perçois du monde extérieur. Je le passe par le filtre de mon cerveau et j'essaie de le retranscrire du mieux possible dans le langage, on va dire, universel ou communément accepté. Je me suis plantée un paquet de fois et je continue encore parce que quand ce sont deux mondes qui se rencontrent, on a beau faire des ponts, ça ne marche pas toujours forcément bien. Donc voilà, ce système de dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, ça veut dire qu'en fait on a un fonctionnement de base, de référence qui n'est pas fait de la même façon. Pour la dyspraxie, c'est en lien avec la capacité des mouvements, c'est avec tout ce qui est moteur. Un dyspraxique aura du mal à faire des gestes cohérents, à faire des gestes minutieux. Et pourtant, quand on apprend à ces personnes-là à se servir de leurs différences, ils arrivent à faire des choses assez extraordinaires. J'ai accompagné une jeune dyspraxique qui a fait de la couture alors qu'on lui disait que c'était complètement impossible. Donc ça, ce sont les troubles 10, un dysfonctionnement. Comprenez déjà le poids du mot, tout simplement le poids du mot de dire tu as un dysfonctionnement. Déjà, c'est très lourd. Qu'est-ce qu'un haut potentiel? Nous avons les hauts potentiels, les précoces, les surdoués. Moi, je me perds dans la sémantique. La référence de base reste quand même celle du QI, en fait, et avec la notion de haut potentiel, très haut potentiel, il y a toute cette difficulté de savoir si on est surdoué ou pas. Bon, quoi qu'il en soit, c'est en fonction de différentes aptitudes, on va dire, on a un score qui est plus élevé, et ce qui fait qu'on pense plus vite, plus rapidement, avec plein de domaines de compétences, en fait, on va dire prédéterminés. Autant chez les 10, on a ce poids du dysfonctionnement qui est lourd. Chez les hauts potentiels, surdoués, on a le poids du diagnostic qui est terrible. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu aussi en étant HP, c'est qu'on attendait de moi que je sois un génie. Alors je suis un génie évidemment, mais il fallait me laisser le temps de comprendre comment ça fonctionnait. Le haut potentiel, le surdoué, le précoce n'a pas la science infuse. Nous avons des facilités, nous avons un potentiel, comme son mot l'indique, mais on n'est pas livré avec le mode d'emploi. Et c'est là où ça devient délicat, et c'est là où en général il y a des délicatesses, on va dire, dans l'enseignement, où certains enseignants attendent des hauts potentiels qui sachent tout. Ben non, on ne sait pas en fait. On sait juste qu'on peut savoir plus vite ou mieux que les autres, ça oui, parce qu'on a une façon de réfléchir, comme je vous le disais tout à l'heure, qui nous permet d'avoir une vision globale des choses, et ce qui fait qu'en général, quand on nous demande de faire un raisonnement qui fait de A, B, C, D, E, et qu'on nous apprend à passer de A à B, de B à C, de D à E, etc., ben nous on va voir directement comment aller de A à E. Mais en ayant explosé le process, parce qu'en 9 fois sur 10 on va le trouver débile, et en le remettant à notre sauce.
C'est comme ça qu'on fonctionne. Le prenez pas personnellement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, il y a ce poids en fait de dire bah, toi tu es surdoué, toi tu es précoce, toi tu es HP, donc tu dois savoir, donc tu dois faire plus que les autres, donc tu dois faire mieux que les autres. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Dans notre tête, ça va vite, mais du coup, ça nous freine. Et on a beaucoup de mal à être sur le même rythme en fait que les autres. Donc là aussi, on a un poids terrible avec cette notion de précocité, surdouance, etc. Je vous fais une parenthèse sur la logique de diagnostic. J'ai beaucoup de familles qui me demandent en fait si on doit faire tester les enfants ou pas. À vous de voir, je ne suis pas forcément pour, peut-être que ça peut rassurer et les adultes, eux, ont besoin d'avoir un mot étiqueté, quelque chose qui leur dit bah oui tiens, si jusqu'à aujourd'hui ta vie t'a paru bizarre, c'est parce que tu es surdoué, c'est parce que tu es dyslexique. Je dirais que l'appréciation en fait du test, elle doit rester à chacun. Comme je vous le disais, on risque d'avoir des bruits parasites, j'espère que vous allez quand même continuer à m'entendre, je fais de mon mieux par rapport à cette vidéo. Donc j'en reviens à la définition de la neuroatypicité. Donc les dys, les hauts potentiels, ceux qui ont un trouble de l'attention, donc qu'on appelle les TDAH, donc avec au sens d'hyperactivité, et puis tout le spectre de l'autisme. Vous savez, avant on parlait du syndrome d'Asperger, c'est-à-dire ces personnes qui sont au bord de l'autisme, qui font partie de ce qu'on appelle le spectre, c'est-à-dire d'une étendue assez vaste par rapport à tout ce qui est logique autistique. Avant, on parlait du syndrome d'Asperger, voilà, pour des personnes extrêmement ritualisées, qui réfléchissaient beaucoup et qui étaient ritualisées. Ça a été montré au grand public, j'allais dire, et caricaturé avec le personnage de Rain Man. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film avec Dustin Hoffman. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Il y a eu le film avec Monsieur Je sais tout, que vous avez peut-être vu, qui est vraiment très bien fait, qui montre voilà, les logiques de fonctionnement d'un jeune Asperger. Et voilà, on ne parle plus de syndrome d'Asperger aujourd'hui pour différentes raisons et notamment le fait qu'on sait que le docteur Asperger a été voilà, fait partie des médecins qui faisaient des expérimentations dans l'Allemagne nazie. Et donc voilà, du coup on a ôté je vais arriver à le dire, excusez-moi, on a ôté le fait de désigner les gens comme ça. Sur l'autisme, dans le spectre de l'autisme, on va avoir donc tout ce qui est rituel. Et avec ou sans haut potentiel, c'est-à-dire qu'on va avoir celui qui fait un peu singe savant, et de façon caricaturale bien sûr, et puis les autres qui sont plutôt enfermés dans leur monde. Donc voilà la neuroatypicité très très brièvement décrite, pareil, il y a plein de littérature là-dessus. Je crois que j'ai oublié de vous dire en introduction que dans ma vie, j'accompagnais bien évidemment les personnes de la neurodiversité, que ce soit dans les apprentissages certes, mais aussi dans le monde professionnel. Je refais une parenthèse. Alors tout ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que on a une autre vision. Personnes neuroatypiques, nous avons une autre vision du monde, une autre perception du monde. Et pour la plupart d'entre nous, nous sommes aussi hypersensibles. Alors attention, ne confondons pas l'hypersensibilité et l'hyperémotivité. Ça n'a absolument rien à voir. L'hyperémotivité, c'est quand vous pleurez, quand vous voyez un chaton, ou quand vous voyez un bébé, ou quand vous voyez un truc qui est trop choupi, trop mignon, etc. Ça, c'est l'hyperémotivité. Moi, je vous parle d'hypersensibilité. L'hypersensibilité, ça vient des sens, c'est-à-dire qu'on a nos sens qui reçoivent un paquet d'informations. C'est pas du tout la même chose. Bien sûr, il va y avoir la gestion des émotions qui est extrêmement délicate parce qu'on passe de quelque chose de magique à quelque chose de dramatique. On a beaucoup de mal à être dans le juste milieu. Mais avec cette hypersensibilité, nous sommes extrêmement... il nous est difficile pour nous de gérer la lumière, de gérer certains bruits, de gérer certaines textures, certaines couleurs, certains goûts, certaines odeurs. Je sais que pour moi, par exemple, les transports en commun, c'est très très difficile. Là, par exemple, tout à l'heure, je suis allée dans la rue chercher un truc et je ne sais pas s'il y a comme plante en fait dans le coin, mais il y a une odeur avec la pluie qui fait que ça me prend à la gorge et que ça me donne juste envie de vomir et que ça me bloque la respiration. La lumière, je vous en parle même pas. Et vous avez, enseignants, vous avez des élèves qui sont comme ça, encore une fois, c'est 25% de la population qui vont avoir du mal à se concentrer parce qu'il y a les néons, parce qu'il y a un grésillement dans le néon. Mais combien de fois j'ai eu envie d'aller exploser les néons qui étaient au-dessus de ma tête en salle de cours parce que j'en pouvais plus que ça clignote, j'en pouvais plus de ce bourdonnement incessant qui finit par remplir toute notre tête par remplir toute notre tête et c'est comme un... Je sais
sais pas comment dire, c'est un peu comme si on avait une tronçonneuse dans la tête, enfin bon, c'est atroce. Et puis voilà, on est aussi très très sensible au toucher, aux émotions des autres, aux ambiances dans les salles, etc. Et on ressent énormément de choses. On perçoit, on a une grande stimulation en fait permanente et c'est épuisant. Les personnes hypersensibles sont très souvent fatiguées parce qu'on capte beaucoup trop d'informations et notre cerveau ne fait pas autant de tri que chez les personnes classiques. Du coup, on teste tout ça, on voit ce qu'on doit en faire, on prend des milliards d'infos, on se sature au niveau du cerveau, c'est extrêmement crevant. Donc voilà de qui on parle. Voilà ces personnes-là, comment réussir à apprendre quand on a un cerveau qui fonctionne différemment. Et encore une fois, je vous parle d'à peu près 25% de la population. Alors voyons comment le cerveau apprend de façon classique. Apprendre, c'est la base du cerveau, c'est une question de survie. Naturellement, mon cerveau apprend. Mon cerveau apprend pour que je ne sois pas bouffé. Si je reviens à l'époque des cavernes, il était très important pour moi que j'apprenne à éviter les dangers, que j'apprenne à me protéger, que j'apprenne à me nourrir, que j'apprenne à me guérir. Donc mon cerveau est là pour apprendre, c'est la base de toute vie. La vie apprend, les cellules apprennent. Quelqu'un qui n'aime pas apprendre, un enfant qui n'aime pas apprendre, c'est un cerveau qui ne peut pas. C'est pas de la mauvaise volonté. Si un enfant n'aime pas apprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas l'enfant qui décide de ne pas apprendre. Et ça, c'est très très important. Une fois qu'on a dit ça, en fait, je dirais on a presque tout dit. Parce que la fonction de base du cerveau, c'est d'apprendre. L'envie de l'enfant de base, c'est de découvrir le monde. Regardez les bébés, je crois que c'est Stanislas Dehaene qui l'explique très bien dans son ouvrage. Un bébé, c'est un explorateur. Il est tout le temps en train de tout regarder, de porter à la bouche, parce que à ce moment-là dans sa vie, c'est le moment où il a sa perception ici au niveau buccal. Donc, effectivement, il va tout regarder, tout tâter, tout expérimenter. On apprend comme ça. La fonction de base du cerveau, c'est d'apprendre. Donc, si vous êtes face à quelqu'un qui n'a pas envie d'apprendre, qui n'arrive pas à apprendre, ce n'est pas une question de volonté. C'est une question de fonctionnement au niveau du cerveau. Ça veut dire que la personne n'est pas en train de recevoir l'apprentissage par le bon canal, par la façon qui lui correspond. Alors, comment faire en fait? Quand on est face à des personnes neuroatypiques, hypersensibles, vous l'avez compris, il y a toutes les options en fait qui peuvent être considérées comme limitantes par rapport à un apprentissage classique. La relation à soi est extrêmement délicate parce que on n'a pas vraiment confiance en nous à la base. La relation à l'autre est extrêmement compliquée aussi, avec beaucoup d'attentes, beaucoup de projections, ou alors un rejet total de l'autre. C'est très souvent en fait, je caricature, mais quand on est au potentiel par exemple, ou quand on est dans le spectre de l'autisme, qu'on va avoir tendance à penser que les 3/4 des gens sont cons en fait, donc voilà, donc, du coup on ne leur porte pas d'intérêt. S'ennuie beaucoup, le rapport à l'autorité est assez désastreux, c'est-à-dire qu'en gros, soit on est complètement soumis à une autorité, soit on la rejette totalement. Comme je vous disais, il n'y a jamais de juste milieu. Un rapport à l'injustice qui est viscéral, c'est-à-dire que si on voit quelque chose d'injuste, on va tout arrêter pour essayer de rétablir l'ordre des choses à notre façon, qui n'est pas forcément toujours comprise. Un rapport à l'échec aussi extrêmement délicat, l'échec n'est pas une option. Rapport aux émotions très compliqué, et alors la notion d'évaluation, je ne vous en parle même pas. L'évaluation est une logique d'injustice en fait, quelque part. Donc toutes ces bases-là font qu'avec l'apprentissage classique tel qu'il est dispensé dans les écoles, c'est compliqué pour s'épanouir. Comme je vous le disais tout à l'heure, les personnes neuroatypiques, hypersensibles reçoivent trop d'infos, trop d'infos en permanence. Ce qui fait que nous sommes très souvent en décalage avec les autres. Et comme nous allons chercher la petite bête partout, que soit nous avons peur de ne pas comprendre, soit nous avons peur d'avoir compris trop vite, soit nous avons peur de ne pas avoir compris comme il faut, nous sommes complètement décalés par rapport au niveau du rythme. Soit nous travaillons très rapidement, soit en fait, comme on a tellement d'infos à traiter, on est beaucoup plus lent. Beaucoup d'enfants précoces, beaucoup d'enfants avec des troubles 10 vous diront « je ne sais pas ». Quand vous leur poserez une question, qu'ils feront un exercice, qu'ils n'arrivent pas à le faire, ils vous diront « je ne sais pas ». En fait, ce n'est pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne savent pas comment choisir par rapport à toutes les infos qu'ils sont en train de traiter. Laissez-leur le temps ou demandez-leur d'expliquer ce qui se passe dans leur tête. C'est très très important, vous serez surpris. Eux aussi, ça va les aider à, à simplifier, à fluidifier ce qu'il y a dedans. Parce que vous savez que notre pensée est créatrice, que les mots que nous nous lisons, les mots que nous nous envoyons en fait créent notre réalité. Et un enfant qui va passer son temps à dire « je ne sais pas » quand l'enseignant ou les parents vont le titiller,
s'auto-persuadera qu'il ne sait pas et se mettra tout seul en échec. Faisons très attention au poids des mots que nous utilisons. La plupart des personnes hypersensibles, neuroatypiques, ont un besoin viscéral d'être appréciées et acceptées. Ça fait faire un peu n'importe quoi. Il y a besoin d'avoir une belle image par rapport à l'enseignant, besoin d'avoir une belle image par rapport aux autres, par rapport au groupe. C'est assez épuisant aussi. Et puis, il y a aussi cette lutte entre ce qui est rationnel et ce qui est perçu. Beaucoup d'enfants atypiques, notamment au potentiel ou ceux du spectre de l'autisme, savent des choses sans expliquer pourquoi. Je sais que je sais, mais je ne sais pas pourquoi je sais. Et on sait que c'est ça et que ça ne peut pas être autrement. C'est pas de l'arrogance, c'est pas comme si nous étions détenteurs d'une vérité universelle, mais on le sait. Et il s'avère qu'on a raison en plus, mais on le sait. Et c'est extrêmement déroutant pour l'entourage, c'est extrêmement déroutant pour les autres élèves, c'est extrêmement déroutant pour les enseignants qui essaient de faire les choses dans les règles, dans des normes, alors que nous, on est là pour exploser tout ça parce que ces choses-là ne nous parlent pas. Donc ça aussi, c'est assez difficile. Dans le comportement classique aussi, qui peut bloquer un apprentissage, on a cette espèce de lucidité. Toutes les personnes neuroatypiques ont une lucidité glaçante par rapport à ce qui les entoure. Et du coup, comment expliquer ça? Une de nos passions, je ne sais pas si c'est le terme, mais un truc qu'on fait très bien en fait, c'est mettre les gens et les systèmes face aux incohérences, face aux dysfonctionnements, que ce soit dans une prestation pédagogique, dans un montage de meubles Ikea ou quoi que ce soit. Nous savons identifier tout ce qui est incohérent et tout ce qui dysfonctionne. Comme nous sommes 10, nous sommes censés avoir un dysfonctionnement, mais en fait nous avons une autre vision du monde qui fait qu'on va voir tout ce qui ne fonctionne pas. Idem chez les hauts potentiels, idem pour tous ceux qui font partie du spectre de l'autisme. Nous sommes des radars à imperfection, à incohérence et à dysfonctionnement. Ce qui fait que nous explosons les personnes et les systèmes. Si c'est pas cohérent, si c'est pas raccord, on ne pardonne pas. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Je peux juste vous dire que nous fonctionnons comme ça. Ce qui est aussi extrêmement déroutant pour les enseignants. Dans ma vie d'élève, ça m'a posé énormément de problèmes. Dans ma vie professionnelle, je ne vous en parle même pas. Et quand j'ai été moi-même enseignante, j'ai été très attentive à ça de la part de certains élèves parce que ça m'aidait à progresser, ça m'aidait à voir en fait où il y avait des choses qui n'allaient pas. Alors, reprenons les bases du fonctionnement de l'apprentissage. Le cerveau apprend naturellement, c'est une question de survie. Je vous le disais tout à l'heure, nous avons des connexions neuronales qui sont faites et quand un enfant naît, en fait, il a déjà tout un package qui est livré de connexions neuronales avec des choses qu'il sait déjà. Nous pouvons apprendre qu'à partir de quelque chose que nous connaissons déjà. On ne peut pas apprendre ex nihilo, c'est absolument pas possible. Il y a besoin de faire des liens par rapport à des choses qui sont déjà connues et ancrées. Et la base de l'apprentissage, c'est le plaisir. C'est le jeu. Regardez dans la nature, en fait. Regardez les enfants. Un enfant apprend en jouant. Un chaton, un tigre va apprendre, un bébé tigre va apprendre à se battre en jouant avec les autres. Et c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Le cerveau apprend simplement en jouant et en se trompant. Et tout est lié à la capacité d'attention que l'on va avoir à ce moment-là. Donc, nous avons besoin d'un cerveau qui est attentif sur quelque chose et qui prend du plaisir à ce qu'il est en train de faire. Notre cerveau fonctionne aussi avec un système basique de récompense ou punition. Et dans la logique d'apprentissage, nous sommes extrêmement soumis à ça. Il est très très important d'être sur cette approche de récompense quand nous sommes en apprentissage. Nous avons 3 façons d'apprendre, 3 canaux de communication, pas 3 canaux de communication, 3 canaux d'apprentissage, de mémorisation, c'est le terme exact, à solliciter quand nous sommes en train d'enseigner ou quand nous sommes en train d'apprendre. Vous avez tous entendu parler de la mémoire visuelle, de la mémoire auditive et de la mémoire kinesthésique. La mémoire visuelle, c'est tout ce que je vais voir, tout ce que je vais écrire, tout ce que je vais dessiner. C'est là-dessus que l'apprentissage basique en France à l'école est calibré. Ensuite, nous avons la mémoire auditive. C'est je retiens tout ce que j'entends, en fait, bien évidemment. Et nous avons la mémoire kinesthésique, qui est celle qui est liée au mouvement, que ce soit le mouvement du corps ou le mouvement interne avec les émotions. Quand on est en mémoire visuelle, à l'école française classique,
on arrive à s'en sortir. On focus là-dessus. Quand on est en mémoire auditive ou en mémoire kinesthésique, en fait, il est beaucoup plus délicat de s'en sortir avec les méthodes qui nous sont données à l'école. Pourquoi? Parce que comme nous retenons ce qui est oral et qu'on nous incite à écrire beaucoup, nous perdons notre attention. Des astuces quand on est en mémoire auditive, c'est d'enregistrer ses cours. Si l'enseignant est d'accord, d'enregistrer le cours. Si l'enseignant n'est pas d'accord, c'est de lire le cours, de faire lire le cours par un de ses parents et de se le répéter comme ça. Et de discuter du cours avec les autres, ça c'est très très important. Et pour la mémoire kinesthésique, on le sait, le corps apprend quand il est en mouvement. Être statique sur une chaise, c'est un désastre. Apprendre assis toujours en même endroit, c'est un désastre. Le corps a besoin d'être en mouvement. C'est ce qu'on voit notamment dans la pédagogie Montessori. On apprend en marchant. On apprend en se déplaçant. Nous avons besoin d'envahir l'espace. Nous avons besoin de solliciter tous nos sens et tout notre corps pour être dans cette logique d'apprentissage. Et nous avons besoin aussi que ça nous plaise. Donc tous ceux qui ont une mémoire kinesthésique, en fait, ont besoin d'être sur quelque chose qui leur plaît, qui soit joli, de décorer leur cahier, de faire des schémas qui leur parlent, d'utiliser des couleurs pour que ça s'imprègne à l'intérieur d'eux. Voilà les différents canaux de mémorisation. Je vous invite en tant qu'enseignant ou en tant que parent à solliciter ces 3 mémoires quand vous travaillez. Dans la douzaine d'années d'enseignement que j'ai fait, quand j'ai appris ça, je me suis toujours appliquée à solliciter ces 3 mémoires. C'est-à-dire que je parle, j'écris, je répète, je laisse enregistrer mon cours s'il y a besoin, je fais rire. C'est très très important, je fais rire. Arrêtons de se prendre au sérieux. La meilleure façon d'apprendre, c'est de se marrer. Je raconte des blagues. Des fois j'étais chiante aussi, faut pas, voilà, si vous demandez à mes anciens élèves, ils vous diront que j'étais loin d'être parfaite. J'essayais d'être juste en tout cas, c'était le plus important pour moi. Mais quoi qu'il en soit, j'essayais de mobiliser toutes ces mémoires et je faisais prendre conscience aux élèves qu'ils avaient ces 3 canaux d'apprentissage importants. Et chacun pouvait apprendre son cours comme il le voulait, le tout c'est que ce soit compris. Une chose qui est fondamentale dans l'apprentissage, c'est de discuter, de parler entre plusieurs personnes. Parents, posez des questions à vos enfants, mais pas en mode interrogatoire, genre est-ce que tu as bien appris ta leçon d'histoire, vas-y récite-moi ça. Non, surtout on ne récite rien, on parle, on échange, on crée ce dialogue, un débat, on grandit dans le débat. Et une façon, comment dire, très très, pardon j'en perds mes mots, une façon qui marche bien, qui fonctionne bien pour apprendre, c'est aussi d'apprendre nous-mêmes à quelqu'un. Pas moi qui l'invente, ça vient de Platon essentiellement, c'est-à-dire que j'apprends en faisant apprendre un truc. Et quand on demande à un élève d'aider un autre, le fait qu'il transmette cette connaissance est déjà un autre canal d'apprentissage. Donc on a plein de façons comme ça de procéder. Moi je bossais beaucoup en petits groupes, en îlots, pour que les élèves apprennent entre eux. Et surtout, j'étais sur cette logique d'apprentissage commun. On n'est pas seul face à sa feuille blanche en train de passer quelque chose de délicat. On est à plusieurs en train de comprendre un truc, de résoudre un problème, de voir comment on peut apprendre les uns des autres et de s'enrichir mutuellement. Et ça aussi, ça dédramatise le rapport à l'échec et ça permet de progresser ensemble. Nous avons aussi dans les logiques de mémorisation ce qu'on appelle les intelligences multiples. Là encore, en France, on se base essentiellement sur l'intelligence verbale et linguistique et sur la logique mathématique. Mais notre cerveau, en fait, a beaucoup plus de façons d'acquérir de la connaissance. Avec l'intelligence visio-spatiale, par exemple, l'intelligence musicale. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes tous musiciens, ça veut dire que votre cerveau va retenir ce qui est rythmé et va faire des liens, et va vous permettre d'apprendre plus facilement certaines choses. Et on a aussi l'intelligence interpersonnelle, ce qui fait que la connaissance de soi permet d'apprendre. L'intelligence, je crois que je me suis emmêlé les pinceaux. Bref, ça c'est ma dyslexie qui revient entre l'inter et l'intra. Ma connaissance de moi me permet de mieux me connaître. Mon bon relationnel aux autres me permet de mieux apprendre, effectivement. Et puis la connexion à la nature aussi qui permet d'apprendre encore d'autres choses. Donc regardez les intelligences multiples, il y a plein de choses dans lesquelles vous pouvez aller puiser. Encore une fois, il n'y a pas une seule façon d'apprendre, il n'y a pas une seule façon d'enseigner. Nous sommes face à une multitude de possibilités et c'est ce qui est génial parce que moi je sais que dans toutes les années où j'ai enseigné, j'ai tellement appris de mes élèves, j'ai tellement appris de mes étudiants. J'apprends encore aujourd'hui en formation des stagiaires avec lesquels je travaille. J'ai appris l'humilité, surtout ça c'est très très important dans ma posture d'enseignante. Alors j'ai merdé au début comme tout le monde, mais heureusement j'ai grandi.
Quand j'enseigne, je fais des rencontres. C'est véritablement ce qui a motivé, ce qui a sublimé, j'allais dire, mon rôle de pédagogue. C'est que quand j'enseigne, je ne suis pas l'enseignante devant des élèves, je suis véritablement quelqu'un qui fait des rencontres. Et j'ai eu la chance d'apprendre de tout le monde. Oui, comme vous l'entendez, hein, on est à Montpellier, il pleut, ils ont peut-être bien fait d'annuler ce festival de l'école de la vie. Je vous ai dit que je ferais de mon mieux pour vous faire la vidéo aujourd'hui. Vous aurez droit à tout, au logique, météorologique et à tout ce qui se passe autour. Alors je continue. Qu'est-ce qui est fondamental en fait pour canaliser un cerveau, pour qu'il ait envie d'apprendre? Eh bien, c'est de le relier au corps et au cœur. On sait dans la méthode Montessori qu'on fait apprendre aux enfants en marchant, et peut-être que vous-même d'ailleurs quand vous apprenez quelque chose, vous le faites en marchant, vous le faites en gesticulant, vous le faites vautrer par terre, vous le faites avachi sur un tabouret, peu importe. Ce qui compte c'est que vous soyez en raccord avec votre corps et la posture dans laquelle vous vous sentez bien pour apprendre. Et je ne pourrais que trop vous inviter à bouger et à faire des choses pendant que vous apprenez. Alors je vois d'ici les regards horrifiés des inspecteurs d'académie et des enseignants sur mais non, ça ne peut pas être la foire dans ma salle. En fait si ça peut l'être, et ça ne sera pas la foire. C'est la foire quand on essaie de contenir des gens, des postures contre leur gré. À partir du moment où on dit installe-toi comme tu veux, vous allez vous rendre compte que ça change énormément les choses. Je l'ai testé avec des collégiens, avec des lycéens, avec des étudiants. Il n'y a jamais de débordement. Je le faisais encore là cette année en école de commerce. Quand je leur disais, voilà, posez-vous comme vous en avez envie, faites-le comme vous voulez, sentez-vous libre. Rien que le fait de dire sens-toi libre, rentrer dans une salle de classe, 3/4 du temps, ça m'a l'impression d'aller en prison. Et je dis pas ça contre le système, je dis juste que c'est une sensation. Je rentre dans un espace où je suis obligée de rester 55 minutes ou 2 fois 55 minutes et où qui est barré par une porte, par des fenêtres. Et ce cloisonnement est extrêmement délicat. Et j'existe parce que je suis à ma table à cet endroit-là. Quand on explose l'espace, quand on l'ouvre, on se rend compte à quel point en fait notre cerveau aussi, lui aussi, s'ouvre sur le reste. Donc, mettez-vous en mouvement, bougez. Combien sommes-nous à avoir dessiné, à le faire encore? Moi, je sais que je dessine, je crayonne en réunion, ou même je peux être sur mon smartphone en réunion, parce que ça me permet en fait de mieux écouter le reste. Ça peut paraître bizarre, mais nous, personnes neuroatypiques, avons besoin de faire plein de choses en même temps. Il y en a beaucoup qui, par exemple, quand ils écoutent des podcasts, vont être en train de tricoter. Il y en a qui sont en train de dessiner pendant les cours, pendant une réunion, parce que ça permet au cerveau de se concentrer. Je vous garantis que je ne vous raconte pas des cracks, c'est vrai, on a besoin de faire 10 trucs en même temps pour réussir à canaliser notre pensée. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, laissez-les dessiner, laissez-les, je sais pas moi, faire des choses avec leurs feuilles. Parce que qu'est-ce que je faisais moi par exemple quand j'étais en philo, en terminale, c'était dur pour moi, je m'ennuyais beaucoup, ça allait pas assez vite, c'était pas intéressant comme j'avais envie, donc j'en étais arrivée à matérialiser en fait, à faire des petits traits sur ma copie pour chaque minute qui restait et je barrais les traits. Alors ça faisait un peu genre je suis en prison, j'ai ma liberté qui arrive, mais en fait le fait d'être focus sur le temps me permettait d'être dans une sorte de contrôle de mon esprit et du coup d'arriver à mieux capter le cours. Donc nous avons besoin de multi-sollicitations comme nous sommes en train d'apprendre et le fait de dessiner, le fait de faire une activité manuelle pendant qu'on est en train d'apprendre nous aide énormément et surtout le fait de bouger. Et d'autant plus pour les personnes qui ont une mémoire kinesthésique qui elles retiennent avec le mouvement. On sait que apprendre par cœur ne fonctionne pas. On sait aussi que apprendre un même endroit ne fonctionne pas. Si vous avez appris votre théorème de Pythagore assis à la table de la cuisine avec vos parents quand vous étiez petit, il peut arriver, surtout si vous êtes neuroatypique ou hypersensible, que vous le sachiez très bien à la maison et que le lendemain matin, au moment du devoir en classe, il n'y ait plus rien qui vienne. Pourquoi? Parce que votre cerveau s'attache au contexte dans lequel il apprend. Il sait que dans la cuisine, le soir, sur la chaise, en face de papa et maman, le théorème de Pythagore, vous le savez, parce que c'est là qu'il a été appris. Après, le transposer dans la salle de classe, c'est une autre fonction du cerveau et le lien ne se fait pas forcément. Donc dans vos apprentissages, apprenez à apprendre à des endroits différents. N'importe quelle pièce, dehors, en études, à l'école, faites plein de choses, mais essayez vraiment d'apprendre à des endroits différents. Il faut habituer votre cerveau à sortir de sa zone de confort pour apprendre de mieux en mieux et n'importe où. Comme ça, on ancre le savoir pour toujours. Et c'est ce qui est très très important, cette notion de sens, cette notion de durabilité, le fait que votre savoir soit pérenne, c'est extrêmement important. On apprend pour quelque chose de concret et on apprend pour la vie. On n'apprend pas pour le devoir de maths de demain matin. Ça n'a absolument aucun intérêt. C'est totalement gâcher ses compétences et ses talents que de faire comme ça. Donc, pas de par cœur. Par contre, on fait quelque chose qui a du sens.
Et on rend l'apprentissage vivant, ludique. Il y a plein de choses à faire. À la maison, vous pouvez organiser des petits challenges avec votre famille, bosser à plusieurs avec vos potes, ça marche très très bien. Mettez-vous des défis, récompensez-vous. Il y a plein de choses qui peuvent être organisées. Même en classe, en fait, sur des petites choses toutes simples. Je me souviens quand j'enseignais le français en collège, on appelait ça à l'époque une zone d'éducation prioritaire. Bon, bah, je ne vous cache pas que la moyenne de français en orthographe était plutôt catastrophique. Les 3/4 de la classe avait 0. Sauf que quand on a 0 avec 60 fautes et que tu as 0 avec 20 fautes, bah, tu as fait une super progression qui n'apparaît nulle part. Ce que j'avais proposé d'expérimenter, c'était que je laissais tomber la note telle qu'elle était sur le nombre de fautes, ça ne servait à rien, ils avaient tous 0 effectivement, mais par contre je notais la progression. Et pour noter cette progression, en fait j'avais fait un graphique, j'avais fait une sorte de barème, en fait c'était que si tu montais plus ta progression était bonne et plus tu avais une bonne note. Donc 5, 10, 15 ou 20. Et quand tu faisais de moins en moins de fautes, et bien tu avais une bonne note. Ça avait redonné confiance aux élèves, ça leur faisait du bien. Les personnes qui n'ont pas adhéré au système sont les parents qui m'ont dit ouais mais quoi qu'il en soit, en fait, mon gamin il est nul et il reste toujours nul en orthographe. C'est très dur pour moi à entendre, mon côté hypersensible. On ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est nul, c'est impossible, c'est juste qu'il n'a pas les outils pour apprendre ou que le chemin pour apprendre avec son cerveau n'a pas été trouvé. Mais personne n'est nul. Et entendre ça de la part de parents, c'est vraiment triste en fait. Après, c'est la propre histoire des parents, etc. Je blâme personne, chacun fait de son mieux. Mais essayons d'avoir vraiment le regard le plus bienveillant possible envers les enfants, envers les enseignants, envers les parents, parce que chacun fait comme il peut avec les moyens qu'il a. Revenons à apprentissage ludique, vivant, et rendons les gens autonomes par rapport à leur apprentissage et rendons-les acteurs de leur apprentissage. Ça aussi c'est fondamental. On n'a pas une bande de moutons à gaver pour qu'ils puissent réciter un truc. On s'en tape de ça, ça sert absolument à rien. On a besoin d'avoir des êtres humains motivés, acteurs de leur vie, entrepreneurs de leur vie et qui décident aussi d'avoir un rôle à jouer là-dedans. Et ça commence avec l'école, ça commence avec l'éducation. Je vais vous donner un exemple de ce que j'ai fait par exemple quand j'enseignais en BTS. Quand j'étais en BTS, je leur avais proposé en fait de travailler toujours en petits groupes. Je leur ai donné le travail sur l'année et je leur avais dit voilà, vous allez me donner le travail en fonction de la note que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir 10, vous me donnez le boulot qui correspond à 10. Si vous voulez avoir 14, vous donnez le boulot qui correspond à 14. Vous me regardez un petit peu comme si j'étais une extraterrestre, ça j'ai l'habitude. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est qu'aucun élève n'est venu me voir en me disant madame, je veux avoir 2. Aucun. Jamais une personne n'est venue me voir en me disant je veux avoir une mauvaise note. Je les ai, rassurés avec les fautes d'orthographe en leur disant que de toute façon je m'en foutais, que c'était pas maintenant qu'ils allaient pouvoir changer les choses. Par contre, que j'allais leur donner des astuces pour éviter de tomber dans leur propre piège. Et à partir du moment où je dédramatisais la faute d'orthographe qui était leur bête noire et qui était ce sur quoi tous les autres enseignants mettaient un focus permanent, cette espèce de pression qui te rappelle que tu es défaillant, bah déjà on ôte ce poids et ça libère une charge mentale au niveau du cerveau. Et du coup, ils sont venus me voir en me disant voilà, moi je pense que ça vaut 10, moi j'aimerais bien que ça vaille 10, ça serait chouette si ça pouvait avoir 10, ou tiens j'aimerais bien avoir 12, je pense que ça vaut 14. Et du coup on travaillait ensemble, je leur montrais le barème avec lequel ils allaient être évalués et ils ont appris à connaître la valeur de leur travail par rapport aux grilles d'évaluation. Et ça c'est super important quand tu fais un devoir, tu as besoin de comprendre ce sur quoi tu vas être évalué et quels sont les critères. Et on a passé une super année et aucun d'eux n'a eu la pression de véritablement travailler. Cette année, ce que j'ai expérimenté, je donnais des cours de neurosciences, on va dire, de motivation, d'apprentissage en école de commerce. J'ai proposé aux élèves d'être acteurs de leur apprentissage jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on a monté les cours ensemble, mais on a aussi monté l'évaluation ensemble. Alors, ça les a un petit peu surpris sur le départ, et je leur ai dit voilà, on va faire la liste de tout ce que vous avez compris, de ce qu'on a vu ensemble. Je les avais que 10 heures. Ils m'ont fait une liste assez impressionnante parce qu'ils avaient vraiment pu être acteurs, ils avaient pu expérimenter, on avait travaillé en intelligence collective, ça leur avait beaucoup plu. Et on a monté l'interro ensemble, on a monté l'évaluation ensemble. On a regardé ce qu'ils avaient compris, on a regardé quels étaient les critères d'évaluation qui étaient importants, on a mis en place des indicateurs de réussite et on a créé des sujets ensemble. Et après on les a tirés au sort et ils sont passés sur les sujets. Ils m'ont rapporté que c'était une évaluation qui pour eux faisait vraiment sens parce qu'ils n'avaient pas l'impression qu'ils allaient être piégés. Parce qu'il y a ça aussi qu'on retrouve souvent. Encore une fois, je ne dis pas que c'est intentionnel, mais beaucoup d'élèves, et surtout les neuroatypiques et hypersensibles, ont l'impression qu'un devoir est fait pour les piéger. Non pas pour mettre en avant ce qu'ils savent, mais pour montrer ce qu'ils ne savent pas.
pour leur tendre des pièges et les faire tomber dans des trucs où ils vont se perdre. Et je le vois pour les publics neuroatypiques, on a énormément de mal à comprendre une consigne. Même moi encore aujourd'hui, quand j'aide, je fais un peu d'accompagnement scolaire pour aider des amis, des fois je regarde les consignes, je pige que dalle. Je ne comprends pas pourquoi tel vocable est utilisé dans le cours, tel autre est utilisé dans l'exercice, et un troisième vocable pour parler d'une même chose est utilisé dans la question. Pour moi c'est confus, il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc il faut aussi réussir il convient de réussir à dédramatiser sur la logique d'évaluation et à en faire comme une étape du parcours. Et que si on n'y arrive pas, on apprend de ses erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. On est tombé environ 1200 fois avant de réussir à apprendre à marcher. On n'a pas été propre du premier coup, donc je peux vous garantir que tout processus d'apprentissage a ses échecs et ça permet de grandir. Donc ça aussi, ça peut être des choses, rendre les gens acteurs de leur apprentissage à tous les niveaux, ça fonctionne très très bien. Du sens, du concret, être autonome. Et vulgariser. Alors je me suis souvent pris la tête avec mes profs de fac à ce sujet et avec des chercheurs. Je sais que des fois on me dit que je ne suis pas assez sérieuse, je ne suis pas assez scientifique. Je m'en tape complètement en fait parce que je sais ce qui se passe sur le terrain et que je sais qu'il n'y a rien de plus magique que quand un gamin te regarde, ou même un adulte, et te dit « j'ai compris ». Et grâce à toi, je me suis autorisée à comprendre un truc où je pensais que je n'avais pas le droit d'y aller. Je vois par rapport à la neuroscience, ou même par rapport à d'autres éléments, ça met des freins, ça met des barrières, des blocages, et les gens se disent non mais je suis trop con, je ne vais pas aller apprendre ça. Moi je simplifie le savoir, je le simplifie parce que la connaissance c'est la clé, la connaissance c'est un pouvoir extraordinaire, tu vois, j'en bafouille, un pouvoir qui permet en fait de se réaliser soi et d'être autonome et épanoui dans toute sa vie. La connaissance, c'est magique à partir du moment où on s'autorise à y accéder. Et par la vulgarisation, par la simplicité, par le concret, pousser la porte, donner envie d'apprendre. Après, vous verrez que quand les gens sont motivés, quand ils ont compris, quand ils sont en confiance dans leur cerveau, dans leur capacité de compréhension, ils dépotent, ils déboîtent tout et ils vont apprendre par eux-mêmes. Et ça, on l'a tous vécu, on l'a même expérimenté nous-mêmes. On connaît tous des gamins qui sont fascinés par les dinosaures, fascinés par les étoiles, fascinés par les renards ou je ne sais quoi. Et vous avez vu quelle énergie ces enfants vont mettre à aller fouiller dans les bouquins, fouiller sur internet, ramasser des cailloux, ramasser des animaux morts aussi des fois. Oui, je sais, j'ai des parents qui m'ont raconté ça. Parce que ça fait sens pour eux, parce que c'est génial, parce qu'ils vivent dans ce monde-là et qu'ils ont besoin de comprendre. Nous avons tous cette envie de connaissance, ce besoin de savoir, ce besoin d'apprendre, de contrôler les infos qu'on a autour de nous pour en savoir toujours davantage. C'est naturel, c'est inné en nous. Donc encore une fois, notre cerveau est câblé pour ça. Nous sommes là pour le révéler à chacun. Ce qui est très très important, c'est la notion de récompense. Quand on a appris quelque chose, quand on a fait un effort pour apprendre et ancrer un savoir, récompensons-nous, valorisons ce que nous avons fait. Je vous invite à travailler avec une méthode d'apprentissage qui s'appelle la méthode Pomodoro. Pomodoro, comme la tomate, c'est une méthode qui a été inventée avec le minuteur en forme de tomate et c'est pour ça qu'on appelle ça la méthode Pomodoro. Le principe de cette méthode, c'est qu'on travaille sur une durée déterminée, soit 20-25 minutes, on se met un timer. Et on fait qu'une chose pendant qu'on travaille là-dessus. Par exemple, vous avez de la géo à bosser, vous avez, je sais pas moi, une formation en tant que manager à faire. Vous bossez 20 minutes dessus. Mettez votre chrono. Et pendant 20 minutes, vous bossez. Au bout de 20 minutes, quand ça sonne, stop. Qu'est-ce que j'ai appris? Mettez-vous immédiatement à reformuler, à synthétiser tout ce que vous avez appris. Et là, vous commencez à ancrer votre apprentissage. C'est une étape très très importante. Qu'est-ce que je viens de comprendre? Qu'est-ce que j'ai lu? Qu'est-ce que j'ai écrit? Faites-en la synthèse avec vos mots. Vous n'êtes pas là pour apprendre les mots des autres. Vous êtes là pour apprendre avec vos propres mots parce que c'est dans votre propre bibliothèque du cerveau que vous allez aller chercher les informations. Méthode Pomodoro, je me chronomètre, je synthétise verbalement, à l'écrit, en dessin, comme je veux, ce que j'ai appris. Je me récompense et je fais une pause. Et je recommence. Et je le fais régulièrement en espaçant les jours et comme ça, je procède à l'ancrage de mémorisation qui permet d'avancer. Il y a même des applis pour ça qui permettent de le faire, donc je vous invite vraiment à creuser dans ce sens-là. Alors, quand on est hypersensible, neuroatypique, donc on a un cerveau qui fonctionne différemment, on a un rapport aux autres aussi qui fonctionne différemment et dans les apprentissages à l'école, ça peut poser quelques délicatesses, notamment pour les enseignants ou les parents. On va avoir plusieurs types de comportements. Pour les enfants qui relèvent du spectre de l'autisme ou certains au potentiel, on va avoir beaucoup d'enfants qui préfèrent être isolés, qui ne vont pas savoir communiquer avec les jeunes, qui vont mieux se sentir dans le monde des adultes.
et qui ne vont peut-être pas forcément parler. Il y en a beaucoup qui ne parlent pas parce qu'ils n'ont rien à dire en fait, et c'est pas grave. Et ça, c'est important de savoir le gérer. A contrario, on va trouver les enfants avec donc cette hypersensibilité qui vont avoir besoin d'être dans un groupe, d'être aimés en permanence. On le voit souvent chez les jeunes filles qui ont besoin d'avoir leur super copine, leur sista, machin et tout avec elles, et c'est fusionnel, et c'est à la vie, à la mort, etc. etc. Et il y a au-delà de l'attachement, il y a une vraie dépendance affective à ce groupe-là. Ce que j'accompagne beaucoup en fait en coaching, ce sont ces jeunes qui sont dans cette ultra dépendance affective du groupe, de l'autre, qui mettent en fait vraiment leur valeur et leur existence même aux mains de ces autres filles ou de ces autres amis. Et ça se termine toujours très très mal, il y a toujours une crise, il y a souvent du harcèlement et ça peut dégénérer en phobie scolaire. Pourquoi ? Parce que la vie n'est pas facile et qu'à un moment il y a toujours un petit peu de cruauté et qu'il suffit que les super bonnes copines se moquent et que ça dégénère un petit peu dans toute l'école. Et à partir du moment où la petite hypersensible se retrouve la risée de tout le monde, et là c'est le drame. Je vous dis pas ça de façon comique, je vous dis ça de façon réelle. Les adultes et les autres jeunes vont avoir tendance à se dire ouais ça va, c'est pas grave, on s'est moqué de toi, c'est pas important, arrête, prends sur toi. Et on est juste incapable de le faire en fait. C'est absolument impossible d'arriver à prendre sur soi quand ce qui fait une partie de notre existence, c'est-à-dire le regard de l'autre, est anéanti comme ça. À partir du moment où on se moque de moi, où on se moque d'un enfant hypersensible, c'est une énorme déchirure que j'ai à l'intérieur. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase de Flaubert qui dit ce qui vous érafle me déchire. Et c'est véritablement ça. Quand quelqu'un se moque de moi, quand quelqu'un ne veut pas de moi, se moquer de moi, etc., c'était un anéantissement total. Je le vois chez les jeunes que j'accompagne aujourd'hui et même chez certains adultes, et surtout ceux qui sont en burn-out, cette notion d'anéantissement intérieur. On ne m'aime pas, on me rejette, je ne vaux rien. J'ai plus qu'à aller mourir en fait. Ça, c'est quelque chose de concret. Il y a de plus en plus, on en parle peut-être de plus en plus, de jeunes qui ont envie de se suicider, notamment des jeunes à profil atypique, qui sont la risée de l'école, qui se font harceler, qui essaient qui essaient de gérer tout ça, mais c'est super difficile. Et à l'intérieur, c'est une destruction. Donc surtout, ne minimisez pas, je ne vais même pas le dire, ne minimisez pas cette blessure. Quand vous êtes face à un enfant qui vit ce genre de traumatisme, écoutez-le. Considérez-le, rassurez-le et voyez avec lui comment vous pouvez l'aider lui à se sentir mieux. Vous aurez beau lui dire que c'est pas grave, déjà vous allez minimiser sa réalité, donc ça veut dire que ce qu'il ressent n'est pas important, et puis vous n'allez pas prendre en considération, à sa juste considération, la souffrance qu'il est en train de vivre. Donc faites-le parler, considérez sa réalité, parce qu'il ne peut faire qu'avec sa propre réalité. Et là c'est à nous adultes de se mettre au niveau de l'enfant pour arriver à comprendre, et comme on peut le faire aussi avec d'autres adultes. Donc voilà, on arrête de dire c'est pas grave, l'enfant ne peut pas l'entendre. Je rappelle aussi que jusqu'à 17-18 ans, le cerveau n'est pas à maturité au niveau du cortex préfrontal pour arriver à prendre du recul, on est en plein dans l'émotion. Le cerveau, la partie limbique des émotions arrive à maturité vers 7 ans. Donc voilà, toutes ces choses-là, entre 7 ans et 18 ans, c'est confus, c'est le bazar. Donc on a vraiment besoin que la crise, la souffrance, le mal-être de l'enfant soit entendu et pris en considération, que ce soit par les enseignants, par les autres élèves et par les parents. Et j'insiste lourdement là-dessus parce que j'aimerais être nettement moins sollicitée pour aider les enfants à avancer, à arrêter d'avoir peur d'aller à l'école. Et si on pouvait aussi arrêter qu'ils aient envie de mourir, ce serait pas mal. Et je suis très sérieuse quand je vous parle de ça. Donc on aide ces enfants à décharger, cette pression émotionnelle qu'ils subissent, à avoir un meilleur regard sur eux-mêmes. Arrêtons aussi de dire aux gamins, c'est bon, essaie d'avoir un peu plus confiance en toi. Ce sont des enfants. Alors, remettons les choses à leur juste place. Et nous, en tant qu'adultes, en tant que pédagogues, en tant que parents, on est là pour les aider à passer ce cap dans l'amour et la bienveillance dont on est capable. Parce que bien évidemment, vous imaginez que si cette petite, elle passe sa journée de cours à se demander pourquoi ses copines ne l'aiment plus, elle ne va pas vraiment apprendre ce qui se passe en cours. C'est impossible. Elle ne pourra pas en fait se décharger émotionnellement et libérer de l'espace dans son cerveau pour apprendre les règles de grammaire qu'elle est en train de voir. Non, rien à battre de l'accord du participe passé quand tu as l'impression que ta vie ne vaut plus la peine, n'est plus importante parce que tes copines se sont moquées de toi. Et c'est une réalité des hypersensibles. Autre réalité des hypersensibles et neuroatypiques qu'on retrouve surtout chez les hauts potentiels et dans le spectre de l'autisme, c'est l'ennui. On s'ennuie très très vite, on a besoin d'être occupé, ultra sollicité tout le temps. Donc c'est
c'est parfait, ce sont des super auxiliaires en classe. Moi je sais que quand j'enseignais, je leur déléguais plein de trucs comme ça, ils arrivaient, c'était des assistants pendant le cours, et ce sont des moteurs aussi pour le cours. Sachez utiliser le talent de ces enfants, mais comme vous pouvez aussi utiliser le talent de ceux qui ont des troubles 10, parce qu'ils ont plein de choses à partager aux autres. Donc occupez-les, écoutez-les, faites-leur partager leur vision des choses, aidez-les à coacher leurs camarades, à faire avancer tout le monde en fait. Travailler par petits groupes, c'est vraiment très bien pour les faire avancer, donnez-leur des responsabilités, ça les valorise. Faut pas croire, les personnes à haut potentiel n'ont pas une bonne confiance en eux, donc plus vous les valorisez comme ça, positivement, pas au détriment des autres, mais à leur juste place, plus ça leur permet eux de prendre confiance en eux par rapport à tout ça. Le cerveau a besoin d'être dans des pensées positives pour apprendre. Les personnes neuroatypiques et hypersensibles ont une part, que j'appelle la part de dark, très très prononcée, qui peut surgir n'importe quand, et notamment dans une logique d'apprentissage, où si on commence à se dévaloriser, on descend, on en arrive aux extrémités dont je vous parlais tout à l'heure. Il est important de rester vraiment dans cette dynamique positive d'apprentissage. On apprend pour avoir une vie chouette, on apprend pour se connaître, et on sollicite son cerveau pour être toujours la meilleure version de soi-même. Je vous invite maintenant, dans cette logique d'apprentissage avec des publics atypiques, à être contributeur de l'acceptation de la différence. Je suis en train de relire mes notes pour avancer. Pourquoi ? Accepter la différence, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile dans un système qui est normé. Et on ne va pas guérir de la dyslexie, on ne va pas guérir de la dyscalculie, on ne va pas guérir d'être au potentiel. On apprend à se débrouiller avec. Et c'est extrêmement délicat pour l'enfant, ou même l'adulte qui est porteur de cette différence, d'arriver lui-même à accepter ça. Je sais que moi je me suis retrouvée confrontée, je me souviens de ce grand moment de solitude, comme on dit aujourd'hui. J'étais en primaire, je ne sais plus en quelle classe, ça devait être en CM1 peut-être, ou CE2, je ne sais plus, bref, peu importe. Je suis dyslexique et donc, je me disais, forcément je confonds les lettres, mais surtout je confonds les mots. Il y a plein de mots, c'est pas la peine, j'y arrive pas. Vous l'avez vu tout à l'heure sur intra, inter, c'est compliqué. Et je me souviens très bien qu'on était en train de lire une histoire et que la prof me disait de lire ce qu'il y avait écrit en italique. Et ma tête a compris en italien. Et j'étais au primaire et je savais très bien que je ne savais pas parler italien. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que mes yeux et mon cerveau ont été incapables de comprendre les mots que j'avais sous le nez. À partir du moment où je pensais que c'était de l'italien que je n'étais pas capable de lire, je n'étais pas capable de lire quoi que ce soit. Elle me dit lis ce qui est en italique, je comprends lis ce qui est en italien et je bloque. Et je me suis fait houspiller et machin, et Claire tu suis pas et tu fais pas d'effort, comment voulais-tu que j'explique que non je ne sais pas parler italien, je vois pas le rapport, oui mais dans ma tête en fait c'était pareil. J'ai un peu toujours confondu Mozart et Molière, il n'y a que les puristes que ça gêne. C'est plein de choses qui font que dans ma tête il y a une réalité et dans le monde des autres, il y en a une autre. Donc aider à accepter la différence, c'est extrêmement important. Arrêtez de se moquer en fait de ces différences-là. Bien souvent, les dyslexiques ou les dyspraxiques vont avoir des mots qui sont des fois parfois plus justes que ceux que la langue française utiliserait. Je voudrais faire une dédicace tout spéciale à Béatrice Sauvageau qui bosse énormément sur la dyslexie dans ses spécialités et qui a mis en avant cette logique de bilexie. Je vous invite à regarder ses ouvrages comme Adieu la dyslexie où elle a carrément inventé un nouvel alphabet qui effectivement est un vrai soulagement pour les dyslexiques. Et elle a des méthodes pour qu'on arrive vraiment à sublimer notre différence et en faire une vraie force. Et on peut tous le faire, j'allais dire, pour tous les troubles dysfonctionnements, pour tout ce qui est fonctionnement atypique, on a cette capacité à pouvoir sublimer notre différence. Et ça, on a besoin d'aide pour ça. Donc merci beaucoup en tout cas pour ce qui peut être fait dans plein de méthodes. Autre particularité de ces publics atypiques, ce qu'on appelle la multipotentialité. Nous ne serons jamais experts d'un seul domaine. Ça nous ennuie, c'est pas la peine. Par contre, nous allons creuser plein de domaines différents. On ne peut pas imaginer bosser que sur une seule chose. Il y a besoin on est tout le temps en transversalité, j'allais dire, et en interdisciplinarité. On passe notre temps à faire des liens. On fait des liens entre tout ce que les autres ne voient pas en fait. Donc, on a besoin d'être dans cette logique de multipotentialité. Vous allez trouver des profils assez extraordinaires de personnes qui sont capables à la fois, je ne sais pas, de dire n'importe quoi, d'être et chirurgien et violoniste professionnel, ou alors d'avoir plusieurs entreprises, ou de cumuler plein d'activités. Quand à l'école on nous dit qu'il faut faire un seul choix, donc là ça va, on commence déjà
à stopper la spécialisation du bac, mais on n'est pas capable de faire un seul choix. Faire un choix, c'est un drame pour nous. Faire un choix, c'est passer à côté de tellement de possibilités. En fait, c'est une grosse pression de faire un choix parce qu'on voit tout ce qui peut exister quand on nous demande quel métier on veut faire. Et ben, je sais pas, moi, ballerine de l'espace, c'est bien, par exemple, parce que ça croise plein de choses qui nous plaît. Je circulais dans Montpellier ce matin et j'ai juste vu une affiche qui disait Bac plus 3 mention reggaeton. J'ai rigolé, j'ai pas vu de quoi parlait cette affiche. En fait, je me dis, bah oui, ça c'est exactement un truc qu'on pourrait avoir nous. Nous, on a bien envie de faire, je sais pas moi, de la physique et puis de la médecine. Et puis en même temps, on apprend l'hypnose et puis en même temps, on apprend le chinois et en même temps, on bosse le reggaeton et on danse le reggaeton. Donc voilà, on a cette multipotentialité. Exploitons-la, laissez-nous l'exploiter, arrêtez de nous dire qu'on ne fait pas de français en histoire, on ne fait pas d'histoire en français, on ne fait pas de ceci. En fait, on fait tout le temps. La vie, c'est un assemblage de tout le temps. Une plante verte, c'est pas que la photosynthèse, c'est un ensemble de tout. Nous sommes des êtres vivants holistiques, laissons-nous apprendre de cette façon holistique parce que c'est ce qui crée du sens et c'est ce qui permet d'aller plus vite et d'aller plus loin. Et vous verrez, enseignant, à quel point c'est riche de pouvoir réfléchir comme ça. Et il y a un truc dont je me suis rendu compte, et là, tous les spécialistes vous le diront, tout ce qui fonctionne en apprentissage pour les neuroatypiques sont extrêmement aidants pour les neurotypiques. Donc, voyez comment stimuler au sein de vos classes, voyez comment laisser la libre parole à ces enfants différents qui vont vous permettre de vous enrichir. Et vous aussi, il y a plein d'enseignants qui sont neuroatypiques. Lâchez-vous, franchement, lâchez-vous, faites-vous plaisir, faites ce qui fait sens pour vous. Si ça vous intéresse d'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse, je propose, si vous le voulez, des formations sur la pédagogie adaptée au public neuroatypique. Je propose aussi, on va dire, des stages pour apprendre à apprendre, soit pour les enfants, pour les parents. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un message à l'adresse suivante, claire@clairestreet.com, et je peux l'organiser, que ce soit sur Toulouse ou sur Paris. Il y a moyen qu'on se rassemble pour pouvoir vous proposer 1 ou 2 journées où je vous donnerai toutes ces astuces-là et où on en grandira ensemble. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sont sortis sur l'apprendre à apprendre, sur le fonctionnement du cerveau grâce aux avancées qui se font en neurosciences, mais aussi en intelligence artificielle. Donc, du coup, on connaît mieux les choses. Mais encore une fois, soyons vigilants. On n'est pas là pour modifier le cerveau d'un enfant, pour lui mettre ce qu'on veut dans la tête. Non, on est là pour respecter son rythme et son fonctionnement propre. Encore une fois, une partie du cerveau, celle qui gère les émotions, est mature à 7 ans. Avant, c'est compliqué de comprendre les émotions. Et la partie qui permet de prendre du recul sur les choses n'est mature qu'à 18-19 ans. Je vous propose de continuer à parler de neurosciences et de vous expliquer, de vous ouvrir sur un autre monde qu'on appelle l'intelligence adaptative et qui est extrêmement efficace pour les apprentissages. Qu'est-ce que l'intelligence adaptative ? L'intelligence adaptative, c'est la capacité à comprendre le fonctionnement de son cerveau et à réussir à optimiser ses réactions, son apprentissage pour faire en sorte que ça colle à qui on est vraiment. J'ai appris ça en me formant en approche neurocognitive et comportementale et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne le plus simplement possible. Donc on essaie de voir en fait dans le cerveau qui gouverne, qui prend les décisions, quelles sont les zones qui rentrent en compte quand on a un choix à faire. C'est la même chose quand on essaie d'apprendre. On va avoir des choses qui sont aidantes et des choses qui sont bloquantes. Ce qui est aidant en fait, c'est tout ce qui a trait à ce qui est naturel chez nous. Et tout ce qui est bloquant, c'est tout ce qu'on s'impose. On parle en neurosciences d'un processus d'empreinte. C'est ce qui se passe en fait pour déterminer notre nature profonde. Comment ça marche ? Ça s'opère en fait entre les 3 derniers mois de la grossesse et les 6 premiers mois de notre vie. Donc tous ceux qui ont plus de 6 mois et qui regardent cette vidéo, c'est trop tard, tant pis. Alors on ne fait pas de procès à ses parents, c'est pas le lieu. On va essayer de comprendre en fait comment ça se passe. Ce processus d'empreinte se détermine en fonction de comment sont passés les derniers mois de la grossesse et comment se passent les premiers mois de la vie. En fonction du stress de la maman, de l'environnement, savoir si on est le premier, le dernier enfant, voulu, pas voulu, maladie, pas maladie, et puis savoir si on est de suite câliné, si on nous a changé nos couches dès qu'on en avait besoin, si on nous a laissé mariner un petit peu, savoir si on avait faim et qu'on nous a nourri tout de suite. Voilà, c'est vraiment ce qui s'est passé pour nous dans ces 3 derniers mois de grossesse et 6 premiers mois de la vie. Je ne vais pas dire peu importe ce qui se soit passé, vous l'avez vécu. Et ce qui s'est passé, en fait, a déterminé chez vous votre façon de comprendre le monde et la vie.
Je vais vous donner l'exemple que je cite souvent, c'est un petit bébé qui, par exemple, la grossesse s'est bien passée, il est sorti tranquillou, il a le temps, les parents ont le temps, on lui fait des câlins dès qu'il en a envie, même avant qu'il en ait envie, on lui change sa couche sans que ce soit la catastrophe, on lui donne à manger même avant qu'il en ait besoin. Bah, quel est le message que le petit bébé reçoit sur la vie? Il fait waouh, la vie c'est cool, la vie c'est chouette, franchement c'est top, j'ai rien à faire, je reçois tout ce dont j'ai besoin, c'est chouette. C'est un profil, on a classé des personnalités dans l'approche neurocognitive, on a classé 8 personnalités dans l'approche neurocognitive et comportementale, et ça va être ce qu'on va appeler le profil philosophe, c'est-à-dire c'est chouette, j'ai le temps, j'observe, je suis dans la contemplation, le plaisir simple, carpe diem, petit bébé va bien, il est zen, c'est génial. Ce qui fait que ce qui le motivera dans la vie, c'est tout ce qui va nourrir ça. Et ce qu'il arrivera à faire naturellement et spontanément, c'est tout ce qu'il fera de cette façon-là. Et si petit bébé philosophe a besoin d'apprendre son cours d'histoire, ça va pas être en le stressant et lui disant dépêche-toi d'apprendre tes dates que ça va marcher. C'est en lui disant contemple. Raconte l'histoire, vois les trucs, qu'est-ce que tu ressens, comment ça fonctionne. C'est comme ça que ça va marcher. Si on prend un autre petit bébé, la grossesse se passe pas forcément très bien, il arrive et puis c'est pas le seul, il faut qu'il crie un petit peu pour se faire entendre, on laisse mariner un petit peu dans sa couche, c'est un peu compliqué, mais bon, il se rend compte qu'il faut qu'il manifeste sa présence, c'est parce qu'il a besoin de manifester sa présence pour rassembler les gens. Bon, bah là, ça va être un profil qu'on va appeler un profil stratège. Ce petit bébé-là, il s'épanouira dans tout ce qui est harmonie, stratégie, engagement social, notion du beau, etc. Donc quand il pourra s'épanouir naturellement dans ce domaine-là, et quand il aura un truc à faire qui le saoule, eh ben, il le fera de cette façon-là. Je vous épargne les 8 profils, ce sont des choses, je pourrais faire une autre conférence là-dessus si vous voulez. Ce que je veux vous faire comprendre par rapport à tout ça, et non, ce n'est pas une grosse digression, c'est que en fonction de notre nature profonde, de notre personnalité profonde, on a notre motivation profonde. Sauf que cette nature profonde, elle reste en nous très très peu de temps. Et dès notre éducation, dès notre connexion à l'environnement, elle est modifiée. Ce qui est au fond de vous naturellement ne s'exprime pas forcément naturellement. Vous allez de suite essayer de comprendre les codes qui sont autour de vous et vous mettre des petits manteaux, des petits costumes qui ne vous correspondent pas pour essayer de faire plaisir à l'environnement ou de vous adapter. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que des personnes qui sont naturellement dans la contemplation, naturellement dans un côté zen, pensent qu'elles doivent être dans la compétition ou pensent qu'elles doivent être ultra organisées, ultra carrées, ultra sécuritaires, alors que ça ne leur correspond pas. Posez-vous cette simple question. Qu'est-ce qui vous coûte? Qu'est-ce qui dans la vie vous coûte? Qu'est-ce qui va vous demander un effort? Il y a des choses qui ne demandent aucun effort et c'est le plaisir et c'est là où l'apprentissage sera possible. Si votre apprentissage vous coûte tel que vous le faites aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas en train de le faire de la façon dont votre cerveau peut le recevoir. Je pourrais vous parler des heures, c'est l'intelligence adaptative, mais je vais réduire par rapport à tout ça. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que je vous ai parlé des 3 canaux, visuel, auditif et kinesthésique. Je vous ai parlé des intelligences multiples. Je vous ai parlé de toutes les pistes en fait qui pouvaient nous aider en tant que personnes neuroatypiques, etc. Je vous parle aussi maintenant de cet ingrédient de neurosciences en plus, aller trouver sa nature profonde pour ajouter de la motivation et trouver du sens. Ce sont des pistes qu'on peut creuser en formation, ça justement si vous le souhaitez. Ce qui est important, c'est que si vous avez un enfant qui est devant vous et que vous voyez qu'il n'arrive pas à apprendre, demandez-lui tout simplement ce qu'il aime faire dans la vie. Et même s'il vous dit qu'il aime jouer aux jeux vidéo, vous allez trouver comment adapter votre enseignement, comment adapter les devoirs par rapport à ce jeu vidéo. Écoutez ce que les gens aiment faire, que ce soit des adultes, que ce soit des enfants, l'apprentissage doit se faire dans le plaisir parce que c'est quelque chose qui doit être vécu, porté, qui fait sens et pas subi. C'est ce qui permet en fait de laisser libre cours à la créativité, à l'imagination, au fait d'être intéressé et à tout ce qui va permettre de grandir et de repousser ses limites. L'école ne peut pas aujourd'hui en l'état répondre à tous ses besoins. C'est pour ça que nous sommes plein de professionnels à se rassembler comme là au Festival de l'école de la vie pour apporter, j'allais dire, notre contribution à un mieux-être général. C'est dans cette optique que j'ai créé une plateforme qui s'appelle YouSkills. Alors c'est un projet pour l'instant que j'expérimente en fait où l'idée c'est de rassembler plein d'experts qui sont spécialistes de la question de la neurodiversité, de la neuroatypicité et qui sont là pour répondre aux besoins
des élèves atypiques, des adultes atypiques et des professionnels qui travaillent avec eux. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo pour découvrir le projet. On a besoin aussi de contributeurs et de toutes les personnes qui peuvent aider à faire changer les choses parce que l'école ne peut pas à elle seule faire tout ce changement. Elle a besoin d'être aidée par l'extérieur et YouSkills sera un des éléments qui pourra renforcer tout ceci et vous êtes acteur de ce changement aussi, ne serait-ce qu'en regardant cette vidéo et en prenant conscience que l'apprentissage est la clé de l'épanouissement et que ce n'est pas à celui qui apprend de s'adapter, c'est à celui qui reçoit, en fait, qui va donner cet enseignement de s'adapter au cerveau qu'il a en face de lui. J'espère que vous m'avez suivi, je me suis pas trop perdue. Alors je l'évoquais tout à l'heure à la notion de la confiance en soi par rapport à tout ceci. Alors j'avoue que ça me fait doucement sourire quand j'entends des parents qui me disent « Oui Claire, on ne sait pas comment faire, l'instit a dit à ma fille de 8 ans qu'elle n'avait pas confiance en elle. » Soit, la bonne blague, vous connaissez beaucoup d'enfants de 8 ans qui ont confiance en eux. Est-ce que la prof elle-même a confiance en elle? Il faut arrêter, je sais qu'on est sur une ère où le développement personnel, on en parle à toutes les sauces, le mindset, le ceci, le cela, oui c'est important, mais bon, c'est en remettant les choses à leur place. Un enfant est un enfant, il est en train de grandir, son cerveau est en train d'avancer. Encore une fois, le cerveau n'est mature qu'à vers 18-19 ans. D'ici là, la confiance en soi, c'est compliqué. Et j'aimerais bien savoir combien d'adultes ont confiance en eux. Donc on repart des choses basiques, j'allais dire. La confiance en soi, surtout quand on est avec un profil neuroatypique, et là je parle aussi bien pour les enseignants que pour les apprenants, c'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné du tout la confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'il y a ce besoin, quand on est hypersensible, d'être aimé à tout prix, qu'on nous trouve formidable, qu'on nous rappelle à quel point nous sommes des êtres importants. Et puis il y a aussi le fait qu'on est un radar à détecteur de failles et de dysfonctionnements et qu'en gros ça marche pas très bien et quand on est celui qui annonce toujours le truc qui va pas, je peux vous garantir qu'on ne se fait pas beaucoup d'amis. Et il y a une chose qui est très très difficile pour nous. Nous avons cette espèce de, comment dire, de jugement, je pense que c'est le mot qu'on peut dire, sur le fait que nous avons beaucoup de mal à pardonner l'incompétence de quelqu'un. Et surtout quand il s'agit d'un prof. Je ne saurais pas trop vous expliquer comment, mais en tout cas je l'ai vu depuis 25 ans que je travaille dans ce domaine-là. Quand on met une certaine, comment dire, une certaine hauteur au niveau de l'adulte, au niveau de l'enseignant. On attend de lui qu'il nous donne son savoir, qu'il nous donne les outils pour grandir, pour en savoir plus, pour devenir quelqu'un en pleine possession de ses talents et de ses compétences. Donc il y a une attente, il y a une vraie attente envers cette personne, on va dire, hiérarchique. Ce que je vous dis avec les enseignants, on le vit aussi avec nos supérieurs et nos managers. On attend de nos boss qu'ils soient à la hauteur. On attend d'eux qu'ils méritent leur salaire, qu'ils soient dans cette notion de, ben voilà, mec, si t'es là-haut, ben c'est pas pour rien, donc il y a vraiment quelque chose, t'as vraiment quelque chose à me transmettre, vas-y, je suis là pour tout apprendre. Et là, à un moment, c'est la fin du conte de fées et tu te rends compte que c'est qu'un être humain et qu'en prime, il est faillible et qu'en prime, il n'est pas du tout à la hauteur à que toi, tu attendais. Et là, c'est le drame. C'est-à-dire que la confiance que tu avais mise dans cette personne pour t'aider à grandir s'effondre. Et tu ne vas plus voir que la défaillance. Et la défaillance de la compétence sur un être que tu as catalogué toi comme étant le sachant, eh on a beaucoup de mal à le pardonner. C'est très dur ce que je suis en train de vous partager, mais je vous partage vraiment ce qui se passe dans nos têtes de neuroatypiques. On a besoin que les gens soient à la hauteur de ce qu'ils attendent. En gros, on va en avoir pour notre argent. C'est-à-dire que si tu me dis que tu es spécialiste dans tel ou tel domaine, ou si tu es directeur d'usine, tu es censé avoir telle et telle compétence, bah donc tu le fais. Mais la vérité, c'est pas comme ça. Donc c'est là où ça devient très délicat, surtout dans la fonction d'enseignement. C'est que oui, effectivement, chers enseignants, ils ne vous laisseront rien passer. Ils ne vous laisseront absolument rien passer si vous tombez dans l'injustice et si vous ne reconnaissez pas vos erreurs. Par contre, si vous êtes là en train de dire « je fais de mon mieux, aide-moi si tu peux m'aider et je suis désolée, je me suis plantée », là ça passera. Mais par contre, s'il y a tromperie sur la marchandise, pour nous, c'est quelque chose d'assez difficile. Pas simple de travailler avec les neuroatypiques. Bon, bah, ça fait 40 ans que je comprends, que je vis avec. Ça fait une quinzaine d'années que je me sens mieux. Ça fait vraiment 7-8 ans que je suis vraiment super heureuse d'être qui je suis avec cette neuroatypicité, cette hypersensibilité. C'est un long chemin. Et je suis tout à fait consciente que pour mon entourage, pour mes profs, pour mes collègues, pour les gens qui ont été mes boss, ça n'a pas du tout été facile. On apprend ensemble. Cet apprentissage, c'est l'apprentissage de toute la vie.
On résume, pour apprendre à apprendre, pour aimer apprendre, il y a besoin d'être dans une certaine joie de vivre. Déjà, vous imaginez bien qu'un enfant qui est malheureux ne va pas libérer de l'espace dans son cerveau pour comprendre Pythagore. Ça n'a absolument aucun intérêt. Sauf s'il a décidé que sa vengeance sur la vie, ce serait par les études, mais ça c'est une toute petite frange de la population. D'abord, être dans un contexte véritablement favorable. Et puis, apprendre différemment, ça c'est très très important. Il y a des compétences dont on ne parle pas assez souvent et qu'on ne développe pas directement à l'école, par contre on les exerce quand même, ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire la capacité à prendre la parole, la capacité à être empathique, la capacité à développer toutes ces compétences connexes, j'allais dire, qui nous permettent d'apprendre et d'exceller dans nos domaines. Je vous invite à regarder ce que fait Jérôme O'Haraud sur ce sujet, je vous mettrai les liens en dessous aussi. C'est vraiment très intéressant, il était lui aussi avec Passion d'apprendre au Festival de l'école de la vie. Il y a plein de choses à pouvoir tirer de tout ceci. C'est la bonne nouvelle, c'est qu'on a plein d'outils en fait, on a énormément d'outils pour apprendre différemment, que ce soit les cartes mentales, le sketchnoting, d'autres façons de comprendre, d'apprendre. Pourquoi pas monter des petites vidéos? Moi j'avais fait ça aussi avec des élèves, on monte des vidéos pour apprendre, c'est vraiment super chouette. On fait construire les cours, enfin voilà. On a plein de choses qui sont possibles. Je vais résumer, je vais reprendre mes mots et mes esprits. C'est un petit peu difficile de vous parler. Je suis consciente que j'ai dépassé l'heure que j'aurais dû faire là au Festival de l'école de la vie. Mais bon, j'essaie de condenser tout ce que j'avais envie de dire sur les 2 rendez-vous et de l'atelier et de la conférence. Les outils de base pour les apprentissages auprès des personnes atypiques. 1. Accepter les différences. 2. Accepter de s'adapter pour l'autre quand on est enseignant vis-à-vis de l'apprenant et pour celui aussi qui est atypique, ça prend du temps. 3. Que l'apprentissage soit vraiment un but à l'autonomie et à la quête de sens. Ça c'est très important. Rendons les gens acteurs, entrepreneurs de leur vie. C'est super important. 4. Soyons à l'écoute de chacun. Chacun a sa propre réalité. Si vous êtes formé en programmation neurolinguistique, si vous êtes formé en neurosciences, si vous êtes formé en analyse transactionnelle, toutes ces choses-là, même droit à la perceuse du voisin, c'est formidable. Rien ne vous sera épargné pour cette vidéo. Écoutez la réalité de chacun. Chacun est là avec son prisme, chacun est là avec ses soucis, chacun est là avec ses espoirs. Ça ne collera jamais avec vous. Mais ce qui est important, c'est que tous ensemble, vous arriviez à un consensus et ça commence par la prise en considération et l'écoute de chacun, enfants, parents, professionnels. J'aimerais vraiment que les personnes neuroatypiques ne soient plus considérées comme un problème. C'est une chose que j'entends beaucoup trop souvent. Nous ne sommes pas un problème, nous sommes juste nous. Et j'ai tendance à penser que nous sommes aussi une richesse d'ouverture, comme toute différence, c'est une richesse d'ouverture. Un élève qui vient d'un autre pays est une richesse d'ouverture, un enfant neuroatypique est une richesse d'ouverture, un enfant sourd est une richesse d'ouverture. Et j'aimerais vraiment qu'on arrive à croiser toutes ces choses-là. Le monde avance, il avance très vite. Aujourd'hui, les nouvelles générations sont de plus en plus sensibles. Je ne vais pas vous dire qu'il y a de plus en plus de neuroatypiques et d'hypersensibles. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une autre sensibilité qui arrive. On le voit avec ces jeunes comme Greta Thunberg qui s'engagent. Ces enfants ont besoin de nous, que nous soyons prêts, que nous soyons à l'écoute, que nous leur donnons tous les outils pour pouvoir réussir cet engagement qu'ils ont. Ils sont sensibilisés à l'environnement, ils nous remettent à notre place et ils ont raison. On est dans un monde où l'intelligence artificielle se développe, dans un monde où on ne sait pas ce qui va arriver demain. On parle d'arrêt des banques, d'arrêt de l'internet, etc. Chacun y va de ses peurs, chacun y va de ses craintes. On en est là parce que nous sommes responsables de là où nous en sommes et cette responsabilité doit aussi passer par les notions d'apprentissage. Donc soyons là pour aider la nouvelle génération à faire quelque chose de meilleur pour cette planète. On est là pour aider les talents de demain, on est là pour aider les talents d'aujourd'hui, on est là pour nous aussi se reconnecter avec nos propres apprentissages. Je vous remercie d'avoir suivi cette longue conférence, j'ai essayé de pallier au mieux l'annulation du festival. J'aurai encore tellement de choses à vous raconter, j'espère que vous avez trouvé ce qui vous intéressait. N'hésitez pas à me contacter avec mon mail claire@clairestreet.com, je le mets en bas. N'hésitez pas à regarder ma chaîne YouTube Pleinement Moi qui donne des astuces sur justement la vie quotidienne des personnes hypersensibles et neuroatypiques. Envoyez-moi un mail, un message si vous avez envie que j'organise une séance de formation en pédagogie adaptée ou pour les apprentissages. Un immense merci, j'étais très contente d'être au Festival de l'école de la vie. Ça n'a pas duré assez longtemps, mais on fait avec, on s'adapte, c'est ça aussi l'intelligence adaptative.
Je suis convaincue que voilà, nous pouvons changer les choses, changer le regard des gens sur la différence et je vous remercie d'en être les ambassadeurs. Merci beaucoup.